Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos commentaires, ça m'a fait plaisir et surtout motivé pour faire cette nouvelle vidéo. On va voir le code qu'on peut mettre sur le bouton. Je dis qu'on peut mettre parce que c'est une proposition. On va commencer simple et puis on va ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure de la vidéo. On va manipuler le relais, récupérer l'info du PC allumé ou éteint, connecter le Wi-Fi, activer le serveur web qui est sur l'ESP, et enfin, on terminera sur l'écriture d'une petite API qui va nous permettre de manipuler notre bouton au travers d'URL dans un navigateur web. Si on prend le montage suivant, c'est le même que dans la vidéo précédente, sauf que les composants sont répartis sur une platine de montage pour simplifier la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de notre bouton. Si j'avais pris le bouton qu'on avait réalisé dans la vidéo précédente, et il était collé dans le carton, on aurait eu du mal à comprendre ce qui se passe. Tout à gauche de la platine, on a notre ESP8266. Il a plusieurs broches, mais aujourd'hui, seulement les broches D1 et D2 vont nous intéresser. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, elles sont en bas à droite, et pendant qu'on y est, j'attire ton attention sur la broche 5V, que l'on peut considérer comme le plus, et la broche G, pour ground, que l'on va considérer comme le moins. Le plus est reporté au besoin sur la platine avec un fil orange, et le moins avec un fil jaune aux endroits où c'est nécessaire. Après, on a le relais, qui est le composant qui permet de simuler un appui sur le bouton du PC. Les broches D1 sont reliées ensemble. Comment on fait pour savoir que c'est D1 ? On peut facilement s'en rendre compte en suivant la piste en dessous du relais. Le relais est activé grâce au changement d'état de la broche D1, c'est-à-dire quand on laisse passer le 3 volts sur D1, le relais s'active. À l'extrémité de la platine, on a le régulateur de tension, et il n'est pas tout seul, j'ai ajouté un bouton et une LED. Lorsque j'appuie dessus, cela alimente ou non le régulateur de tension pour me permettre de simuler le PC allumé ou éteint au besoin. Exactement comme le connecteur Molex qui vient du rail 5V de ton alimentation. La LED placée en sortie du régulateur est ici uniquement pour voir quand il est alimenté, et donc quand l'ESP doit nous renvoyer un signal de PC allumé. Maintenant que notre platine est prête, on va pouvoir s'attaquer à la partie logicielle. Le plus simple est de télécharger un environnement de développement intégré, ou IDE, qui s'appelle Arduino. Pour info, quand le projet commence à être trop gros, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lignes de code, j'aime bien basculer sur un autre IDE qui s'appelle Eclipse. Il permet plus de possibilités que le logiciel Arduino, mais il est plus complexe, et pour cette vidéo, on va garder les choses simples. J'imagine que la plupart d'entre vous sont sur Windows, donc même si je suis sur Mac, je vais quand même vous montrer l'installation sous Windows. Pour obtenir le logiciel Arduino, rien de plus simple, va sur leur site pour le télécharger, sélectionne la version pour Windows, et démarre l'installation du logiciel. La première fois que tu lances le logiciel Arduino, il a besoin d'installer des composants. Alors une fois que tout est installé, si on va dans Tools, Board, on voit ici qu'on a uniquement des cartes Arduino. Si on veut que le logiciel puisse parler à notre ESP8266, il va falloir qu'on installe un plugin. Pour ça, on va rechercher l'expression ESP8266 GitHub dans Google. Le premier résultat, il faut scroller un tout petit peu plus bas sur la page, et là, tu trouves une URL qui se termine en .json. Ça, il faut le copier. Et dans l'IDE Arduino, dans File, Préférences, tout à la fin, il y a Additional Boards Manager URL, et là, il faut le coller. Là, tu cliques sur OK, tu vas dans Tools, Board, Board Manager, OK, et là-dedans, il faut rechercher ESP. Et le dernier module, ESP8266 by Community, ça, il faut l'installer. Une fois l'installation terminée, on peut retourner dans Tools, Board, et là on a un nouveau menu, ESP8266. Et si tu as acheté la même platine que moi, c'est la Wemos D1, R2 et Mini. À partir de maintenant, on va brancher notre ESP en USB, et on va le repérer dans le gestionnaire des périphériques. Pour ouvrir le gestionnaire de périphériques, on va utiliser le menu démarrer, et on va taper gestionnaire. Voilà, une fois qu'on a ouvert le gestionnaire, il faut chercher la rubrique port, qui est généralement vers la fin. Et ça, donc, c'est notre ESP qui est branché en USB. Et là, ici, on voit que c'est un contrôleur CH340.
Alors, il y a un monde où tu peux aussi avoir un point d'exclamation jaune, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas le contrôleur USB de ton OSP. Pas de panique, il faut tout d'abord identifier le nom du contrôleur USB, qui est généralement situé pas loin du port USB. Alors, il peut être en face avant, comme sur cette platine de la marque Node MCU, ou il peut être en face arrière, comme sur la platine Wemos qu'on utilise depuis la vidéo précédente. Même si tu prends deux platines qui sont de la même marque, par exemple là c'est deux platines Node MCU, en fonction de la génération, elles peuvent avoir des contrôleurs USB différents. Il y en a une, ce sera un contrôleur CP21000, et l'autre, ce sera un contrôleur CH340. Bref, t'as compris, je peux pas prédire celui que tu auras sur ta platine, parce que ça dépend du site où tu l'as acheté, de la marque, même de la génération de la platine, mais maintenant tu sais les identifier. Donc là, on a un CH340, on a un CP21000. On n'a pas de nom. Celui-là, je vais te donner une technique, on se le garde pour après. Pour les deux premiers, va sur mon site, dans la rubrique pratique, embarqué, et là tu auras les modes d'emploi pour installer les différents pilotes de contrôleurs USB. Si on prend l'exemple du CH340 qui est le plus répandu, on a une petite photo du contrôleur, donc ce qu'on a vu au microscope, et on a le zip qui contient les pilotes pour Windows. Alors c'est pas le zip original, je me suis permis de retirer la partie qui rendait fou mon antivirus. À la belle époque où j'étais sous Windows. Oh wait. Si on reprend l'exemple du point d'exclamation jaune, il suffit d'aller dans Détails et après de prendre numéro d'identification du matériel. Et là ici, il faut juste copier la première ligne et la mettre dans Google. Et ça donne une indication quand même relativement pertinente sur ce que c'est. Et après, t'as plus qu'à installer le pilote correspondant. Même si je suis repassé sur Mac, les menus sont les mêmes, et une fois qu'on a branché notre ESP, on retourne dans Outils, Carte, ESP8266, pour sélectionner le Wemos D1, R2 et Mini. Et là, on retourne dans Outils, et on doit sélectionner le bon port USB. Alors moi j'en ai branché qu'un de ESP, mais sur Mac j'ai toujours le port Bluetooth incoming, bon bref, c'est pas ce port là. Et donc il y en a que un deuxième, USB serial, voilà. Alors toi sur Windows ça doit être l'équivalent de COM3, COM4, COM5, et tu vas dans le gestionnaire des périphériques pour avoir le numéro. Si tu as plusieurs ESP, en vrai la seule technique c'est d'en débrancher un, de voir celui qui te reste et de le rebrancher pour savoir si c'était comme 3, comme 4 ou comme 5. Une fois qu'on a sélectionné le port et le type de platine qu'on a, et ben là on peut commencer à écrire du code. Dans cette partie, on va reprendre quelques bases de la programmation sur microcontrôleur. Je suis désolé si tu as déjà ces bases, mais ça me paraît essentiel pour les débutants d'expliquer un minimum ce qu'on fait. Dans l'IDE Arduino, on écrit ce qu'on appelle un croquis. Sur mon site, je t'explique en détail comment écrire correctement un croquis et certains écueils dans lesquels ne pas tomber. La programmation sur microcontrôleur utilise le langage C++ qui est exigeant et pardonne malheureusement peu les erreurs quand on est un débutant, mais bon, c'est un bon moyen d'acquérir rapidement la rigueur nécessaire à l'écriture d'un code de qualité. La fonction setup est exécutée au démarrage de notre ESP et a pour but de permettre au développeur de configurer l'état de départ de son microcontrôleur. On va en profiter pour initialiser nos variables, positionner l'état des broches, ainsi que démarrer les librairies dont on a besoin. La fonction loop est exécutée après la fonction setup et peut être considérée comme une boucle infinie. C'est-à-dire que le code situé à l'intérieur se répète indéfiniment et réagit à des événements extérieurs. C'est le principe d'un automate à nombre d'états finis. On attend des messages de l'utilisateur, c'est-à-dire des événements extérieurs, et le code va réagir en fonction pour démarrer le PC, l'éteindre, ou alors renvoyer l'état du PC s'il est allumé ou éteint. Juste un petit conseil, il faut essayer de pas surcharger la fonction loop pour qu'elle reste lisible, comme ça, d'un coup d'œil, on comprend ce que l'objet connecté fait. Il faut pas hésiter à déplacer le code de la fonction loop dans des fonctions annexes. Lorsqu'on est en phase de test, comme c'est notre cas actuellement,
On peut utiliser le port série, ou si vous voulez le câble USB, pour envoyer ou recevoir du texte. Ça permet de savoir où on en est dans le programme, l'état des variables, bref. Il faut savoir utiliser le port série. Ce port série envoie les caractères à une certaine vitesse et il faut que l'ESP et le logiciel Arduino soient configurés à la même vitesse. Gardez à l'esprit que cette fonctionnalité est à utiliser uniquement en phase de test parce qu'elle ralentit énormément le fonctionnement de l'ESP. Dans notre code, nous allons utiliser des macros et des variables globales. Les macros permettent de remplacer une valeur sans avoir à lire l'intégralité du code. Quant aux variables globales, l'avantage c'est qu'elles sont accessibles dans l'intégralité du code. On va définir deux macros pour les broches, ou pin en anglais. Nous avons D1 pour le relais et D2 pour l'état du PC. Nous allons donc créer relais pin et power pin. Et si chez toi tu prends pas la même platine que moi et que c'est pas D1, D2, tu as juste à changer la valeur ici et ce sera répercuté dans l'intégralité du code. J'aime bien aussi utiliser une macro pour dire si je suis en phase de test ou non. Donc j'ai créé cette macro debug qui va me permettre de modifier le code de mon programme quand je le teste. Quand je suis en test, je laisse la ligne telle quelle et quand je veux pousser le programme sur mon bouton après les tests, j'ai juste à la commenter. Dans la fonction setup, on va initialiser nos broches. Une broche doit avoir une direction, soit entrante, quand on veut récupérer un état électrique, soit sortante, quand on veut positionner un état électrique. Et dans ce cas-là, on peut ajouter en plus un état, soit haut, donc 3 volts dans le cas de l'ESP, soit bas, donc 0 volts. Pour la direction, on va utiliser la fonction pinMode. Lorsque l'on veut faire sortir du courant d'une broche, il faut la positionner en sortie ou output, et quand on veut lire son état électrique, il faut la positionner en entrée ou input. Dans notre cas, on veut modifier l'état du relais et lire l'état du PC, donc relais pin sera en output et power pin sera en input. Les broches qui sont positionnées en sortie doivent avoir un état au démarrage du programme et généralement cet état est bas, c'est-à-dire 0 volts. Pour faire ça, on va venir écrire un niveau bas ou low avec la fonction digitalWrite sur relais pin. À la fin de notre fonction setup, on va venir positionner un bloc de code conditionnel pour activer le port série quand on est en mode debug. Lorsque notre variable debug est définie, ce bloc de code est présent dans le programme. Lorsqu'elle est commentée, il est retiré du programme qui est envoyé sur l'ESP. Maintenant que notre ESP est initialisé, on va pouvoir s'attaquer au code de la fonction loop. Parce qu'on est en phase de test, on va d'abord s'assurer que tout fonctionne correctement sur la platine. On va allumer et éteindre le relais toutes les secondes, ainsi qu'afficher l'état sur le port série. Pour lire l'état d'une broche, il faut utiliser la fonction digitalRead, et pour attendre, on va utiliser la fonction delay. On voit bien le relais qui change d'état toutes les secondes, et quand j'appuie sur le bouton, on a bien le retour comme quoi le PC est allumé. On a utilisé la fonction delay pour attendre une seconde, et vous vous dites certainement que c'est ce qu'on va utiliser pour simuler un appui sur le bouton pendant 1 ou 4 secondes. J'ai omis de vous dire que pour attendre, la fonction delay a un gros inconvénient, elle paralyse la majorité des mécanismes présents sur l'ESP. L'effet que cela aura sur notre bouton, si on conserve la fonction delay, c'est que lorsqu'on demande d'allumer ou d'éteindre le PC, on ne pourra plus joindre notre ESP tant que la fonction delay n'aura pas terminé son exécution. C'est pour ça que je vais te montrer comment on fait un timer en C. Pour réaliser notre timer, on va avoir besoin de 3 choses. La fonction millis, pour prendre une photo du temps actuel, c'est le nombre de millisecondes depuis le démarrage de l'ESP. Une variable, pour mesurer l'écoulement du temps, et on va stocker la valeur de millis dans cette variable, et pour nous ce sera le démarrage de notre timer. Et enfin une deuxième variable, pour dire combien de temps on va attendre. C'est quoi unsigned long? Je vais juste te dire que je préfère utiliser les entiers typés introduits par la norme C99. Je te laisse aller sur mon blog si tu veux plus de détails, mais pour faire simple, long peut changer de taille en fonction du type de microcontrôleur que tu utilises, alors que uint32T sera toujours de 4 octets ou 32 bits, peu importe le microcontrôleur. J'aime bien écrire du code qui n'est pas spécifique à une puce, comme ça si demain j'ai plus envie d'utiliser un ESP parce qu'ils n'existent plus ou qu'ils sont devenus trop chers, bref. Mon code est portable sur un autre microcontrôleur. Ah oui, unsigned, ça veut dire que la variable ne pourra stocker que des nombres positifs. Comme on veut stocker du temps, effectivement ça n'a pas trop de sens, un temps négatif. On va créer nos variables au-dessus de la fonction setup. On va créer une variable elapsed pour stocker le temps, donc le retour de la fonction millis, et une deuxième variable timer pour stocker le temps qu'on doit attendre.
Et dans notre cas de figure, on n'attendra pas plus de 4 secondes. C'est pour ça que j'ai utilisé un entier non signé sur 8 bits. Ça permet de prendre moins de place dans la RAM. On n'oublie pas d'initialiser nos variables à 0 pour dire qu'il n'y a pas de timer démarré. Pour activer notre timer, on aura donc deux fonctions. Leur code est quasiment similaire. La première étape est de prendre une photo du temps qu'on stocke dans la variable elapsed. La deuxième, c'est d'activer le relais. Et la troisième, c'est de dire pour combien de temps on attend. Et dans PowerOn, c'est 1 seconde, et dans Shutdown, c'est 4 secondes. La fonction suivante va nous permettre de nous occuper de notre timer. Le premier test est pour vérifier qu'on a bien un timer en cours, sinon on quitte la fonction. Le deuxième test, c'est pour vérifier que le timer n'est pas encore arrivé à échéance, auquel cas on quitte la fonction. Et pour finir, si on a passé ces deux tests, ça veut dire qu'il y a un timer en cours et qu'il est arrivé à échéance. On éteint le relais, c'est-à-dire qu'on relâche le bouton, et on remet nos variables à 0 pour dire qu'on n'a plus de timer en cours. Pour que l'état du timer soit calculé à chaque instant, il faut appeler timer loop dans la fonction loop. Il ne nous reste plus que la fonction pcstate qui donne l'état du PC. Si PowerPin est à un niveau logique haut, c'est-à-dire que le régulateur est alimenté, la fonction renvoie 1 pour PC allumé, sinon elle retourne 0 pour PC éteint. On va pouvoir maintenant passer à l'activation du Wi-Fi. Pour utiliser la fonction Wi-Fi, il faut deux paramètres, le SSID et le mot de passe. Pour pouvoir utiliser le Wi-Fi sur l'ESP, on va devoir inclure la librairie ESP8266 Wi-Fi. Il va nous falloir également deux macros pour le SSID et le mot de passe. Dans cette fonction, on va effacer la configuration qu'il y avait sur la puce avant qu'on mette notre programme. Ensuite, on va lancer le processus de connexion. Cette boucle itérative sert à patienter jusqu'à ce que la connexion soit active. Et enfin, la dernière partie permet d'afficher les informations relatives à la connexion. C'est surtout l'adresse IP distribuée par ta box qui va nous intéresser. Vous pouvez utiliser la commande ping pour vous assurer que vous pouvez joindre l'ESP. C'est un prérequis pour la suite des opérations. J'ai gardé le code simple, mais si tu veux plus de détails sur le Wi-Fi et l'ESP8266, n'hésite pas à faire un tour sur mon blog. Maintenant que notre ESP est connecté, on va pouvoir s'attaquer au serveur web pour pouvoir manipuler notre bouton à distance. La première chose à faire est d'inclure la librairie ESP8266 Web Server. Dans la partie au-dessus de la fonction Setup, on va créer une variable global server et on va lui donner la valeur 80 qui correspond au numéro de port du protocole HTTP qui est utilisé par les serveurs web. Quand on utilise un serveur web, on doit fournir une réponse au navigateur de l'utilisateur, sinon le navigateur va penser que le site ne fonctionne pas. On va donc créer trois fonctions avec HTTP dans le nom qui vont appeler les fonctions qu'on a déjà écrites et on va juste ajouter la réponse au navigateur. Rien de bien compliqué, la fonction send prend trois paramètres, le code HTTP, 200 c'est pour dire que tout va bien, il y a d'autres codes comme 404 not found que vous devez certainement connaître, mais nous sur notre bouton il n'y a rien qui pourrait se passer mal donc on va toujours envoyer 200. Le type de réponse, pour les deux premières fonctions, PowerOn et Shutdown, on renvoie une réponse vide, donc le type de réponse est texte, mais pour l'état du PC, on va le renvoyer sous format JSON. Le JSON est le format traditionnel pour les API. Et enfin, la réponse que l'on souhaite envoyer. On va créer une fonction pour ranger le code de notre serveur web. Dans cette fonction, on fait la déclaration des routes, c'est-à-dire qu'on définit quel morceau de code est appelé en fonction de quelle URL. Dans notre cas, quand on va mettre par exemple /on dans le navigateur, c'est la fonction PowerOn HTTP qui va être appelée. On n'oublie pas d'appeler setup web dans la fonction setup pour démarrer le serveur web, et pour qu'il soit actif tout le temps, il faut ajouter la ligne suivante dans la fonction loop. On peut maintenant prendre notre navigateur pour tester notre bouton. Si on utilise l'URL /on, on voit bien le relais s'activer pendant 1 seconde. Si on met /set, on voit bien le relais s'activer pendant 4 secondes. Si on utilise state, on voit ici que la LED est éteinte et on a un retour de PC éteint. Et si j'appuie sur le bouton et que je rafraîchis la page, on a bien l'état qui passe à 1. Imagine on a un site web pour piloter notre bouton connecté. On n'est pas si loin en vrai, hein. Pour ça, on va avoir besoin d'un peu de HTML pour afficher les boutons qui vont nous permettre d'accéder à nos URL. Maintenant, il faut faire entrer tout ce HTML dans une variable sur une seule ligne pour que l'ESP puisse l'afficher. Pour ça, on va utiliser la minification, et même si à la base, c'est plutôt pour le JS et le CSS, ça fonctionne bien pour le HTML aussi. Tu tapes minifier sur Google et tu prends le site que tu veux.
on va copier-coller le code de notre site et le retrouver sur une seule ligne. Alors là, on y est presque, il faut juste échapper toutes les doubles cotes avec des anti-slash, sinon le compilateur va pas être content. Pour ça, utilise ton éditeur de texte et fais un remplacement global. Maintenant, on est prêt à coller notre site dans une variable. On ajoute une fonction display.html qui affiche le code de notre site, et on n'oublie pas d'ajouter la route dans la fonction setup web. Après le téléversement, on peut afficher le site sur l'ESP et voir que tout fonctionne bien. Bon, j'imagine que toi aussi t'es pas fan des pages blanches et de devoir utiliser le bouton précédent du navigateur. Ajoutons un soupçon de JavaScript. On va ajouter à la fin de notre HTML un peu de JavaScript. Je rentre pas dans les détails, mais pour rester simple, fetch permet de faire une requête HTTP sans avoir besoin de rafraîchir le navigateur. Pratique pour notre cas d'utilisation. J'ai donc fait une fonction JavaScript pour démarrer le PC, l'arrêter et récupérer son état. Il ne reste qu'à adapter le HTML, on modifie les boutons pour appeler les fonctions JavaScript, et j'ai rajouté une div également pour afficher l'état du PC. Ah oui, pour mettre à jour le HTML, du coup, il va falloir repasser par toutes les étapes de la minification, c'est-à-dire copier-coller sur le site web, récupérer une ligne, changer les doubles cotes, et le coller dans la variable. On n'a plus de problème de chargement de page, c'est bien le JavaScript qui fait les requêtes à notre place. Non, me dis pas que toi aussi tu veux l'état du PC quand la page se charge. Pas de souci, il suffit d'appeler la fonction à la fin du JavaScript. Me dis pas que maintenant tu veux l'état du PC actualisé toutes les secondes. Il suffit d'utiliser la fonction setIntervalle. Attention, le temps est en millisecondes. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Quoi? Ah oui, notre bouton est pas joignable depuis Internet. Attends. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux la troisième partie de cette vidéo avec du réseau et un peu de cybersécurité quand même. Pendant ce temps-là, je prends une petite pause. Je te dis à la prochaine et te souhaite de bonnes vacances.